Aujourd'hui, on va continuer notre travail concernant la deuxième partie, les mécanismes de la production et de la répartition. Donc, dans le premier chapitre, on a travaillé la notion de la production, le comportement du producteur, la valeur ajoutée et tout. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va continuer sur notre travail en faisant la répartition primaire et secondaire. Très bien. Alors, pour entamer notre chapitre, on va commencer par la notion de la valeur ajoutée. Alors, comme on a déjà travaillé, la valeur ajoutée est définie par la richesse créée par une entreprise. Elle est automatiquement égale à la production moins les différentes consommations intermédiaires. On sait tous que cette valeur ajoutée créée ne revient pas tout en même à l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit être répartie entre les différents agents économiques qui ont participé à la production. Très bien. Donc, on va faire le partage de cette valeur ajoutée entre les différents agents économiques. Alors maintenant, quels sont les différents agents économiques qui ont participé à la création de cette richesse? Donc on cite parmi ces agents les personnels, les actionnaires, les banques, l'entreprise elle-même, l'État et les organismes sociaux. Très bien. Alors maintenant on se pose la question, quelle est la rémunération que va toucher chaque agent économique? Très bien. Alors si je commence par le personnel, bien sûr le personnel, qu'est-ce qu'il donne à l'entreprise? Il donne sa force de travail, donc automatiquement il reçoit ce qu'on appelle un salaire. Les actionnaires, ils donnent des actions, c'est-à-dire ils participent à la création du capital de l'entreprise. Ils reçoivent à la fin un revenu qu'on appelle des dividendes. Puis les banques, donc bien sûr que l'entreprise, si elle n'a pas les moyens de financement, donc elle s'adresse aux banques pour avoir un capital financier. Donc automatiquement, ils reçoivent un revenu qu'on appelle des intérêts. Alors, ce qui reste, bien sûr, on sait que l'État et les organismes sociaux aident les entreprises, les ménages, etc. à travers des services non marchands et également à travers la couverture contre les risques pour les organismes sociaux. Donc, bien sûr, ils doivent recevoir une part qu'on appelle les impôts et les cotisations sociales. Après avoir après avoir rémunéré tous ces agents économiques, ce qui reste pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle un autofinancement ou son profit qu'elle va l'utiliser pour faire des investissements. C'est bon? Alors maintenant, la question qui se pose, donc on a dégagé les différents agents économiques, on a également déterminé leur rémunération. Maintenant, la question qui se pose, alors la contrepartie que va toucher chaque agent économique, on va, comme on a déjà fait, pour le personnel, ils donnent le travail, les actionnaires, les banques, ils donnent du capital. Et si on prend l'exemple d'une entreprise qui est individuelle, c'est-à-dire que la personne, elle donne au départ le capital, commencer pour créer son entreprise, plus il travaille dans cette entreprise. Voilà, on cite l'exemple des commerçants, des artisans, des professions libérales. Donc on a dégagé que pour une entreprise individuelle, donc elle donne à la fois le capital et le travail. Donc à travers ce tableau, on va dégager qu'il y a trois types de revenus que les personnes ou là, les agents économiques touchent, que ce soit du travail, du capital ou qui sont regroupés en deux, à savoir le capital et le travail. Alors cette première répartition de la valeur ajoutée, donc j'ai dit première répartition, c'est pourquoi on va l'appeler une répartition primaire qui sera définie. La répartition primaire est la distribution de la richesse créée par les entreprises pour la première fois. Donc elle donne lieu à un ensemble de revenus qu'on appelle des revenus primaires. C'est bon? Alors, revenu primaire peut être défini tout simplement. Ce sont les différents revenus reçus par les agents économiques immédiatement en rémunération des différents facteurs de production. C'est bon? Donc, on va distinguer les revenus primaires, ils sont classés en trois, à savoir les revenus du travail, revenus du capital et des revenus mixtes qui regroupent les deux, à la fois le capital et le travail. On va passer maintenant, on va commencer par la définition du revenu de travail. Donc, comme déjà cité, le revenu du travail
Tout simplement, c'est une rémunération qui est reçue par une personne qui donne en contrepartie sa force de travail, que ce soit sa force soit intellectuelle ou physique. Et parmi les formes les plus importantes du revenu du travail, on cite le salaire. D'accord? Alors, le salaire, tout simplement, c'est la rémunération reçue par une personne qui offre son travail ou qui offre sa force de travail. Donc, on distingue le salaire du secteur privé et le salaire du secteur public. C'est bon? Alors, pour notre cas, on va prendre tout simplement un seul exemple. C'est le cas du salaire dans le secteur privé. Donc, une personne qui travaille chez une entreprise touche bien sûr à la fin de chaque mois un salaire. D'accord? Mais maintenant, la question qui se pose, comment se calcule ce salaire? C'est bon? Alors, le détail de calcul du salaire se trouve dans un document qu'on appelle un bulletin de paie. Donc, un bulletin de paie, c'est un document qui regroupe le calcul du salaire d'une personne. Alors, que contient ce bulletin de paie? Il contient des informations sur l'employeur, par exemple sa raison sociale, le numéro de la Caisse nationale de sécurité sociale, des informations sur l'employé, par exemple son identité, son numéro d'immatriculation à la CNSS, à la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite ou la CIMR, sa date d'embauche, etc. En plus de ça, on trouve par exemple le nombre d'heures travaillées par la personne, que ce soit des heures normales ou des heures supplémentaires, diverses primes, avantages, indemnités qui vont compléter au salaire, différentes déductions ou retenues sur le salaire pour à la fin voir le salaire net reçu par le salarié. C'est bon? Alors, on va prendre un exemple pour la détermination de chaque élément et en même temps, on va expliquer les différentes composantes. Donc, on va commencer par le salaire de base qui est tout simplement égal au nombre d'heures normales travaillées pendant un mois. Donc, nombre d'heures, il sera multiplié par un taux fixé, un taux horaire fixé entre l'employeur et le salarié. Donc, ce qui va donner le salaire de base. Donc, comme vous voyez dans cet exemple, vous avez par exemple 191 heures fois 13,46, ce qui donne 2570,86. Donc, en plus du salaire de base, on trouve des compléments ou des majorations qui vont s'ajouter à ce salaire. L'exemple des heures supplémentaires, ce sont tout simplement, comme son nom l'indique, ce sont des heures travaillées hors les heures normales. Donc ici, dans cet exemple, vous avez 12 heures supplémentaires avec un taux horaire de 20,19 dirhams. Donc on remarque que 20,19 est supérieur à 13,46, ce qui est normal, d'accord? Ce qui donne 242,28. Plus, en plus de ça, la personne reçoit des primes, des différentes primes que sont tout simplement des majorations de salaire pour encourager le salarié à travailler davantage. Dans cet exemple, vous avez une prime d'ancienneté, une prime de rendement et une prime de risque. D'accord? Donc la prime d'ancienneté, donc plus que la personne est ancienne dans l'entreprise, plus elle touche une prime qui est importante. D'accord? Oui, donc vous avez dans l'exemple 3813,14 multiplié par 10%, ce qui donne 381,31 dirhams. Donc plus la prime de rendement, 600, plus la prime de risque, 450. Donc plus de ça, le salarié peut toucher des différents avantages reçus par son employeur, tels que par exemple des frais de logement, de transport, de scolarité des enfants, etc. Dans cet exemple, vous avez un ensemble de 1000. Plus de ça, il peut recevoir des indemnités tout simplement pour compenser certains frais qui ont été sévus par le salarié. Dans cet exemple, vous avez des indemnités de transport qui sont égales à 230. Très bien. Alors, on prend le salaire de base, plus toutes ces majorations-là, et on retrouve un salaire brut global qui est égal à 5 474,45.
Très bien. Alors, mais ce n'est pas le salaire que touche une personne. Donc, on doit bien sûr retrancher certaines déductions ou des retenues sur salaire qui sont soit à caractère social, telles que des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, assurance maladie obligatoire, des cotisations à la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite pour constituer sa retraite, etc. D'accord? Ou vous avez, et on a également des retenues fiscales telles que l'impôt sur le revenu qui est obligatoirement versé par le salarié à l'État. D'accord? Dans cet exemple, on a on a calculé un impôt qui est égal à 138 dirhams. Très bien. Donc, je fais le total des déductions pour avoir 835,45 dirhams. Maintenant, on a deux composantes, à savoir le salaire brut global et total déduction. Très bien. Comment calculer maintenant le salaire net que va recevoir le salarié? C'est tout simplement le salaire brut global moins les différentes déductions. Très bien. Dans notre exemple, on va avoir 5 474,45 dirhams moins les différentes déductions 835,45 pour avoir un salaire net à payer qui est égal à 4 639 dirhams. Très bien. On a vu que le salaire est le revenu le plus important parmi les revenus du travail. Maintenant, on va faire la différence entre ce qu'on appelle le salaire réel et le salaire nominal. Très bien. Donc, revenons à l'exemple du bulletin de paie. On a calculé le salaire net que va recevoir cette personne. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire avec son salaire? Bien sûr, elle va le consommer, l'épargner, etc. Très bien. Donc, pour commencer, on va prendre un exemple. Une étudiante qui va réserver 200 dirhams de son budget pour acheter des fruits et des légumes. Alors, le prix de ces biens, il est de 10 dirhams. 2 mois plus tard, le prix des fruits et des légumes, il est passé, bien sûr, de 10 dirhams à 12,50 dirhams le kilogramme. Très bien. On va calculer maintenant, la quantité de fruits et de légumes que va acheter cette personne, cette étudiante, avec son budget qu'elle a réservé qui est de 200 dirhams. Très bien. Alors, elle a réservé 200 dirhams pour les fruits et légumes. Lorsque le prix unitaire de chaque kilogramme est égal à 10 dirhams, la quantité de biens et services achetés est égale à 20 kilogrammes. D'accord? Mais lorsque le prix a passé à 12,50 dirhams, le prix réservé, qui est 200 dirhams, va lui acheter seulement 16 kilogrammes. Donc, on a remarqué que elle a le même budget, elle a le même salaire nominal qui est 200 dirhams, mais elle a acheté au départ 20 kg. Par contre, lorsque le prix a augmenté, elle a acheté seulement 16 kg. Alors, 200 dirhams dans le premier cas, dans le deuxième cas, on l'appelle salaire nominal. Par contre, le salaire qui lui a permis d'acheter les kilogrammes ou les quantités de fruits, quantités de biens, il est tout simplement, on remarque qu'il a diminué de 20 kg à 16 kg. Donc c'est ce qu'on appelle le salaire réel. Très bien, ou le pouvoir d'achat, ou le qudra shira'iyya. Donc le salaire nominal peut être défini tout simplement comme le nombre d'unités monétaires que touche un salarié. C'est le salaire figurant sur le bulletin de paie qu'on a déjà calculé. Par contre, le salaire réel, c'est la quantité de biens et de services que le salaire nominal permet d'acquérir. On parle tout simplement du pouvoir d'achat. Très bien. Donc, maintenant, on se pose la question. Est-ce qu'il y a des critères qui déterminent le niveau du salaire que va toucher chaque personne? Bien sûr, oui. Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs éléments qui déterminent le niveau des salaires reçus par les personnes. Et parmi ces critères, on cite les compétences personnelles, telles que la formation, c'est-à-dire une personne qui a par exemple un diplôme Bac+2, elle va toucher un salaire, c'est pas comme une personne qui a un diplôme par exemple Bac+5, etc. L'expérience de même, c'est un déterminant essentiel pour le niveau de salaire.
La situation du marché du travail, comme on sait que l'offre et la demande du travail déterminent le prix, et bien sûr l'offre et la demande au niveau du marché du travail va également déterminer le niveau des salaires. C'est-à-dire, si l'offre du travail faite par les salariés est plus importante que la demande du travail par les entreprises, bien sûr, on remarque que les salaires, ils ont tendance à diminuer et vice-versa. Donc, un autre critère qui détermine le niveau des salaires, c'est l'intervention de l'État. Donc, bien sûr, l'État, elle intervient pour organiser les différentes relations du travail entre les salariés et les employeurs à travers la fixation d'un minimum de salaire. C'est-à-dire que chaque personne qui travaille dans le secteur privé doit toucher un salaire qui est supérieur au minimum, d'accord, qui est supérieur ou égal au minimum, et on détermine deux types de salaire minimum. Le premier, on l'appelle salaire minimum interprofessionnel garanti ou le SMIC. C'est le salaire pour les activités de commerce, l'industrie, les professions libérales. Il est égal à 14,13 dirhams par heure depuis juillet 2019, ce qui correspond à un salaire ou à un SMIC mensuel de 2698,83. D'accord. Le deuxième salaire minimum, c'est le salaire minimum agricole garanti ou le SMAG. Il est réservé pour les activités agricoles et il est fixé par l'État à 73,22 dirhams par jour. Très bien. Donc, merci pour votre attention et on continuera notre cours la prochaine séance, Inch'Allah.